Alors maintenant, on va voir vraiment la partie élaboration de ce questionnaire dans le détail. Donc, quelles sont finalement les premières règles de base quand on va vraiment élaborer ce questionnaire? Déjà, il va falloir identifier en fait les informations recherchées. Est-ce que c'est plutôt des faits? Est-ce que c'est plutôt des connaissances? Est-ce que c'est plutôt une attitude ou un comportement? Je ne sais pas. Qu'est-ce que l'on va rechercher? Donc on va commencer par savoir ça, par déterminer ça dans notre enquête. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir avancer. Oui, en fait, vous allez vraiment commencer par dire, tiens, je veux savoir déjà peut-être l'âge de mon échantillon, je veux savoir l'âge de mes clients. Ça sera un fait. C'est un premier fait. Ensuite, de là, on va se dire, tiens, est-ce que je veux savoir leur âge exact ou est-ce que je veux savoir une tranche? Et là, on va déterminer finalement la pertinence et l'utilité de la question. Tout à fait. Parce que des fois, peut-être, on va se dire, tiens, je sais pas moi, on veut savoir s'ils sont cadres ou quelles sont leurs situations démographiques ou géographiques. Est-ce que c'est pertinent que je sache d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. L'idée, à un moment donné, c'est aussi de pouvoir impliquer les gens. On sait que c'est pas facile de répondre à un questionnaire parce que on a tous répondu à plein de questionnaires, les uns et les autres, et que c'est pas toujours fun, pas toujours marrant. Donc à un moment donné, aussi notre idée dans notre questionnaire, c'est de pouvoir motiver les gens à répondre. Et c'est pour ça, on le verra par la suite, mais avec différents types de questions, des questions ouvertes, des questions fermées, des questions d'approfondissement, bref. Mais l'idée, ça. Il faut avoir, quand on crée un questionnaire, cette volonté de motiver la personne qui va répondre. Et je pense que ça peut faire une grosse différence. Oui, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de faire un choix dans vos questions aussi. Il ne peut pas avoir un questionnaire trop long. Justement, on parlait de pertinence. Il faut que ce soit pertinent et que ça donne envie finalement aux personnes de répondre à un questionnaire. C'est jamais très, très agréable. Et là, il va falloir, dans le choix des décisions, dans le choix de comment on va amener le questionnaire, quelles questions on va poser, le nombre de questions. Voilà, il va falloir vraiment essayer d'être motivateur là-dessus. Et il va y avoir un point qui va être aussi important, c'est ce souci de neutralité et de ne pas trop orienter votre questionnaire. Je ne sais pas, moi, si par exemple, vous dites, vous voulez savoir s'il préfère le rouge ou le bleu, ça va être peut-être bien de dire quelle est votre couleur préférée, le bleu, le rouge, le jaune, le vert, sans vraiment orienter la personne sur deux choix que vous avez peut-être... c'est sûr que c'est hyper important qu'il y ait une objectivité, parce que surtout si on veut confirmer une hypothèse ou infirmer une hypothèse, on aura tendance naturellement à pencher d'un côté ou de l'autre. Et c'est justement ce que l'on ne veut pas en fait. On veut avoir effectivement que ce soit le plus factuel possible, ou la tendance de consommation par exemple la plus réelle possible, pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc ça c'est important. Et puis aussi il va falloir tenir compte en fait de quel type de questionnaire on va avoir, quelle façon de faire le questionnaire. Est-ce que ça va être peut-être dans la rue? Alors en période de confinement, c'est pas le bon moment, mais est-ce que ça va être par email? Est-ce que ça va être par téléphone? Est-ce que ça va être peut-être dans un webinaire? Je sais pas. Donc du coup, ça va être hyper important effectivement de choisir aussi la forme. Oui, tout à fait. La forme est importante, et pensez aussi aux étapes ultérieures. C'est-à-dire, tiens, quand je vais dépouiller mon questionnaire, c'est ce que je vous disais précédemment, si vous en avez 1000, vous n'allez pas faire les mêmes types de questions que si vous avez seulement 100 personnes. Parce que vous allez avoir des questions qui vont être peut-être plus précises, avec des choix multiples ou des causes à cocher, plutôt que de dire, tiens, quel est votre moyen de transport préféré, laissez ouvert. Là, vous allez peut-être faire des propositions en disant le vélo, le bus, etc., etc. Donc tout à fait, et puis derrière, comme tout mon questionnaire, il va falloir vérifier, il va falloir traiter ces informations, et donc comme tu disais, c'est là aussi où nos questions vont avoir beaucoup d'importance par rapport au temps que l'on va pouvoir y accorder, parce qu'il faut aussi comprendre que le questionnaire c'est du temps, c'est de l'argent, donc du coup il faut qu'on puisse anticiper par rapport à notre vérification, notre traitement, ce que l'on va demander. Alors maintenant on va s'intéresser vraiment au type de questions qu'on peut avoir. Justement, on en a parlé tout à l'heure. On distingue souvent les questions ouvertes et les questions fermées. Alors, comment on va finalement déterminer le type de question? Le type de question, ça va être encore une fois suivant ce que l'on souhaite chasser, entre guillemets, comme quel est notre objectif. Et puis le type de question, comme tu l'as très bien dit juste avant, Michael, ça va être aussi en fonction peut-être du nombre que l'on va avoir.
Il est évident que dans une question ouverte, l'idée de la question ouverte, c'est que la personne s'exprime le plus possible, qu'elle nous raconte quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on a besoin de savoir. Donc il est évident que ça va prendre un peu plus de temps pour celui qui va répondre au questionnaire pour répondre, et que ça va prendre plus de temps pour celui qui fait le questionnaire de dépouiller en fait ce questionnaire et de traiter l'information. Mais ceci étant, la question ouverte a des avantages en termes de connaissances, entre guillemets, ou qu'on puisse aller chercher l'information, qui sont assez importants, mais elle a aussi des inconvénients parce que c'est beaucoup plus lent à traiter. Oui, en fait, il faut vraiment comprendre un petit peu l'utilisation de ces questions. Les questions ouvertes, on va être beaucoup plus sur des analyses exploratoires, qualitatives, qui vont être plus naturelles, c'est-à-dire que on est plutôt sur des questions qu'on va utiliser dans le cadre de questions qualitatives, c'est-à-dire peut-être qu'on va utiliser une méthode de face à face, de téléphone, plutôt, enfin voilà, on va être sur des questions qui vont être plutôt utilisées dans ce cadre-là, vraiment, se dire, est-ce que les gens préfèrent le bus Pourquoi ils préfèrent le bus? Est-ce que c'est parce que c'est la facilité? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est... Enfin voilà, il va y avoir des notions d'échange beaucoup plus que des questions fermées. Bien sûr. Donc c'est sûr que ça va être les premiers choix en fait, question ouverte et donc question fermée aussi. La question fermée, où on va pouvoir donc naturellement, si vous voulez, les gens vont pouvoir répondre oui ou non, ou alors après on va rapprocher en fait de la question fermée, la question alternative, on va avoir un choix très restreint, peut-être entre 2 ou 3 réponses, mais au départ la question fermée c'est pour avoir une information précise sur un sujet précis. Vous aimez le bleu, oui ou non, en fait. Et donc, du coup, ça va être très précis. Pour celui qui répond, c'est facile, parce que du coup, ça va aller assez vite, il y a une opinion, c'est assez tranché, et on n'a pas de souci. Pour celui qui dépouille, ça va aller aussi assez vite, et donc du coup, c'est intéressant. Alors là, vous devez nous dire, en regardant la vidéo, mais pourquoi ne fait-on pas que des questions fermées ? Parce qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment d'informations par rapport à l'enquête que l'on est en train de faire, et du coup ça pourrait être aussi trop orienté, et donc du coup pas vraiment servir nos intérêts. Oui, tout à fait, la question fermée, vous allez en aval en fait finalement d'un questionnaire, c'est-à-dire que souvent, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu complémentaire. C'est-à-dire que si vous partez de zéro, vous dites tiens, je sais pas moi, vous voulez développer un nouveau produit, vous voulez faire... une nouvelle offre d'emploi, voilà. Par exemple, vous allez dire, quel est votre job rêvé? Ou quel est le produit rêvé? Vous voulez vous déplacer? Quel est le meilleur produit rêvé que vous allez avoir? Si vous dites le bus, le verre, c'est déjà des choses qui existent. Donc là, vous n'allez pas avoir cette phase de découverte, en fait, finalement. Tout à fait. Donc, du coup, on va essayer de mixer ces questions ouvertes et ces questions fermées. Et en fait, ce qui se fait de plus en plus, que vous avez déjà certainement vu, parce que vous avez tous et toutes, bien évidemment, répondu à des questionnaires, souvent, on vous pose des questions et on vous laisse au fond un choix entre, par exemple, je ne sais pas, est-ce que ce repas était bien pour vous à la sortie d'un restaurant, entre le très bon et puis le très mauvais. Oui. Et du coup, vous avez un espace en fait entre les deux sur lequel vous pouvez vous exprimer. Alors, ça peut être représenté par des lettres, ça peut être représenté par des chiffres, c'est souvent des chiffres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle différentielle d'Osgood, donc qui a créé cet espace pour que les gens puissent répondre dans le questionnaire entre c'était très bon, je mets peut-être 5 étoiles, pour le coup, souvent avec des étoiles aujourd'hui sur Internet, ou alors c'était très mauvais, je mets 1 étoile, et du coup, on a un différentiel. Et c'est vrai que de plus en plus, dans nos questionnaires, on laisse au fond cette liberté-là à celui qui va répondre, pour ne pas justement l'enfermer dans quelque chose où il se sent restreint et va dire non, c'est pas blanc ou noir, c'est peut-être gris, et donc du coup on va lui laisser cette possibilité-là avec l'échelle d'Osgood. Alors justement, moi j'ai quelques conseils justement sur cette fameuse échelle. En fait, il y a le côté 1 à 5, c'est bien, c'est pas bien. C'est souvent bien de préciser en disant, par exemple, 0, ce repas était pourri ou était vraiment dégueulasse. Voilà. Et mon 5, le repas était très bon.
le service était très bon, le prix était très bon. En fait, on va essayer vraiment de donner plutôt des adjectifs au milieu, et aussi on va essayer de jamais proposer le milieu. C'est-à-dire l'objectif, c'est de se comprendre. Est-ce que les gens sont satisfaits ou est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits? Si vous proposez un 5 sur 10 ou un 2 sur 5, bah, les gens, s'ils ne mettent pas 0, il vaut mieux que les gens mettent 0 ou 5. Comme ça, vous savez ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors que si vous proposez de mettre au milieu, bah, les gens vont avoir tendance à dire ouais, c'était moyen. Et puis, je ne vais pas savoir si c'est pas bon ou pas. Et puis je suis complètement d'accord avec toi sur le fait d'avoir des adjectifs effectivement par rapport à cette échelle d'Osgood, parce qu'on voit très souvent dans des questionnaires, vous savez pas si en fait 5 c'est très mauvais ou c'est très bon. Et donc du coup on retrouve régulièrement des erreurs dans ce sens-là. Ne faites pas cette erreur si vous devez construire un questionnaire. Si c'est 5 doit être très bon, bah, marquez très bon, marquez les adjectifs qui vont correspondre. Oui, et ensuite on a donc des questions, ce qu'on appelle semi-ouvertes ou semi-fermées. Donc là on va être sur des questions qui vont être un petit peu plus orientées, qu'on peut retrouver dans plusieurs cas. Oui, bien évidemment, parce qu'on ne va pas s'en tenir juste à des questions ouvertes, des questions fermées. Il peut y avoir des choix multiples qui vont être intéressants, cette échelle d'Osgood aussi, mais du coup ça va être aussi comment on va formuler au fond ces questions. Et on peut peut-être aussi anticiper parfois la non-réponse, entre guillemets, parce que la personne ne peut ne pas avoir à répondre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les questionnaires aussi. Des fois, on ne sait pas quoi répondre, et puis il n'y a pas de case autre. Et donc, du coup, on est bloqué, et on peut pas. Et je trouve que quand on répond à un questionnaire, c'est très frustrant. Donc, il faut pouvoir imaginer, effectivement, autre chose dans l'apport des réponses. Donc, juste pour résumer sur ce chapitre-là, il va vraiment va falloir bien réfléchir à vos objectifs. Tout à fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez des réponses? Voilà, je veux oui, non, je veux comprendre ci, ça, et vous allez rédiger vos questions, choisir le type de questions en fonction de tout ça. Tout à fait. Et donc, de toute manière, en dessous de la vidéo, vous aurez tout un tas de descriptifs. Donc, je vous invite vraiment à aller à voir ce qui se passe, à lire les différentes consignes, et vous aurez les différents types de questions, mais aussi l'agencement du questionnaire, qui peut être aussi intéressant de savoir comment on peut avancer, ou encore comment il vaut mieux enchaîner les questions. Vous allez découvrir tout ça en dessous de la vidéo.